Très bien, mais écoutez, bienvenue à Bipositive hein, sur le plateau de Batijournal, qui est partenaire de Construction 21 et qui nous accueille pour vous présenter en fait des questions liées au biosourcé et au bas carbone et aux solutions frugales dans la construction. Brièvement, Construction 21, c'est un portail sur la construction et la ville durable. Notre objectif, c'est de diffuser les meilleures pratiques, les connaissances, tout ce qui permet d'accompagner effectivement la transition écologique. Et parmi nos activités, nous avons des awards, donc les Green Solutions Awards, qui sont des prix qui récompensent les réalisations les plus emblématiques et qui sont susceptibles d'être généralisées. Et donc j'ai vraiment le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux acteurs de ces solutions, puisque Max Morel, qui est fondateur et directeur du bureau d'études thermiques Maya, qui présentera notamment l'opération zéro carbone sur les logements semi-collectifs. Il a été lauréat de la catégorie bas carbone des Green Solutions Awards en France. Et puis aussi, j'accueille Bruno Déhan, dirigeant fondateur, associé du bureau d'études et AMO Sequoia Engineering. Il est aussi président du cluster éco-bâtiment. Et il ne nous présentera pas le projet Green Factories, parce qu'on en a déjà parlé ailleurs aujourd'hui, qui a été lauréat du Grand Prix Rénovation Durable au niveau international. Néanmoins, ça fait partie aussi des projets auxquels il a participé. Donc nous allons commencer tout de suite. Monsieur Morel, présentez-nous justement vos réalisations et vos propositions. Oui, du coup, nous on est bureau d'études thermiques fluide environnement à Paris puis dans la région Rhône-Alpes. Et on voulait présenter cette opération de 58 logements à Chanteloup qui vient d'être livrée, qui est une opération qui est au niveau E3C2 qui a servi d'opération pilote sur le label E+C-, qui préfigurait la RE 2020. Cette opération, elle nous semble intéressante parce qu'elle montre justement qu'on peut arriver à faire des opérations ambitieuses en gardant des systèmes assez simples. Donc on a une enveloppe qui est très performante parce que le projet est construit 100% en bois, y compris les cages d'escalier qui sont en CLT, et puis le reste est en petits éléments bois. Les architectes A003, Stéphane Cochet, et l'autre agence associée qui est M-Cube Architecte ont fait un travail intéressant vraiment sur l'enveloppe. En allant jusqu'au bout, on voit là sur les images les toitures blanches avec le principe de cool roof, de toiture qui évite les réchauffements, les effets d'îlots de chaleur. Donc il y a eu un travail vraiment d'enveloppe comme ça ambitieux. Il y a un niveau passif. Stéphane Cochet est aussi Passive House Designer. Et nous aussi à l'agence. Donc il y a eu un travail intéressant vraiment sur l'enveloppe, sur la gestion des ponts thermiques, sur la compacité des bâtiments, sur les surfaces vitrées, ce qui fait qu'on a réussi à optimiser pour sortir des logements sociaux dans un coût acceptable pour la maîtrise d'ouvrage et pour les promoteurs. Donc c'est ce qu'on trouvait intéressant sur cette opération. Voilà. Avec, si je développe un peu plus, le parti pris constructif est tout en ossature bois, avec des ossatures assez classiques, et puis une charpente en fermette industrielle qui permet de garder des coûts justement assez raisonnables. Donc en n'ayant pas peur d'aller dans des choses très simples, mais pour pouvoir assumer le projet, pour pouvoir rester en biosourcé jusqu'au bout. Les systèmes sont hyper simples. On a une petite chaudière gaz, et c'est ce qui est intéressant aussi sur cette opération, c'est qu'elle est en gaz, alors qu'on a tendance à dire qu'on ne peut pas travailler en gaz sur la nouvelle RE 2020. Elle est en gaz parce qu'on est très performant sur l'enveloppe et que donc on a des besoins très très faibles. Donc on a une petite chaudière gaz qui fait 28 kg je crois pour 8 logements, parce qu'on est en passif. On n'a pas de système d'émission à part entière. On régule juste sur la ventilation avec un petit apport d'une batterie chaude sur la ventilation, qui permet d'éviter les réseaux humides, donc dans cette filière voie sèche bois, d'éviter de ramener du fluide humide qui peut générer des pathologies. Donc voilà, on est dans quelque chose d'assez simple jusqu'au bout. Même si la technique est effectivement assez poussée, c'est un peu le pendant sur ce projet-là qu'on essaye de faire différemment peut-être sur d'autres projets. Mais le choix là a été fait d'avoir une enveloppe très performante et des systèmes assez simples mais technologiques, parce qu'on a quand même la double flux. Voilà. Très bien. Et donc, en termes de coûts, vous êtes largement dans les... Oui, largement, parce qu'on est à 1800, un peu plus de 1800 € je crois, du mètre carré Chab, hors VRD.
un petit peu en dessous de 2000 avec la VRD, avec une partie VRD importante parce qu'il y a des parkings semi-enterrés. Il y a un travail très intéressant aussi qui a été fait sur les VRD parce que c'est un poids qui est important dans le bilan carbone. Parce que là, on était dans un bilan carbone aussi qui est pas celui de la RE 2020 où il y a beaucoup de choses qui sont forfaitisées, mais dans un bilan vraiment complet, exhaustif, où on est allé tout calculer, tout chercher. Et c'était intéressant parce que c'est un projet qu'on a démarré il y a peut-être 4 ans maintenant au niveau des études. Donc il n'y avait pas encore beaucoup de fiches FDES, donc on a été obligé d'aller chercher beaucoup de données, d'essayer de faire des approximations pour être juste dans les choses. Donc ce travail exhaustif a permis d'aller travailler chaque point, y compris les VRD. Donc il y a une partie des VRD qui sont stabilisés, la terre est stabilisée à la chaux plutôt que d'aller faire des enrobés. Enfin voilà, plein de choses comme ça qui permettent d'alléger le poids. Et puis tout le parti constructif en bois permet d'alléger les fondations, d'alléger toute cette dynamique-là pour aussi, sur la partie de régulation des eaux, être dans quelque chose de performant aussi. Donc voilà, c'est un projet qui est assez global. Et il y a du photovoltaïque qui vient un petit peu compléter le panel, qui permettait d'aller presque au niveau 4 parce qu'on voulait être énergie zéro, carbone zéro, énergie zéro. On ne l'est pas tout à fait, mais voilà, le photovoltaïque vient aussi compléter la production énergétique sur ce projet. Très bien, pour pouvoir sortir un projet comme ça, la maîtrise d'ouvrage était très motivée. Enfin, les bailleurs, qui a été moteur? Comment ça s'est passé? Comment la rencontre s'est faite? Ouais, alors c'était un projet conception-réalisation. Donc il y a aussi cette donnée-là qui était importante. L'entreprise qui est Mètre Cube, qui est un groupement de charpentiers, a joué le jeu aussi parce que c'était lourd aussi pour eux à porter. Il y a eu un dialogue compétitif un peu pendant la procédure d'appel d'offres avec la maîtrise d'ouvrage qui avait très bien préparé son cahier des charges et qui a retenu donc une équipe compétente. Je pense que c'était une des clés de ces programmes-là, c'est d'avoir quand même des équipes de maîtrise d'œuvre qui savent faire, qui sont capables d'aller dans le détail, qui sont capables d'amener des solutions éprouvées. Et ça, c'était, je pense, la force de ces deux équipes d'architectes associés. Stéphane Cochet, qui est à 003, qui faisait du passif, et puis M-Cube, qui avait plus l'expérience biosourcée peut-être, et Bois, ils l'avaient tous les deux, mais associés au bureau d'études, il y avait Oregon sur cette opération. Et puis nous, on a pu tous amener nos compétences pour aller chercher du prix, enfin à la fois de la performance sur l'énergie, sur le carbone, et tout en restant dans un prix raisonnable. Je pense que c'est un peu la nécessité pour aller faire des projets performants sans exploser les coûts, c'est d'avoir des gens qui maîtrisent vraiment bien les choses. Voilà. D'accord. Et en termes de ressources, le territoire a été impliqué sur le sourcing des matériaux? Oui, alors le territoire a été un peu impliqué, mais beaucoup moins, que ce qu'on voudrait faire aujourd'hui et ce qu'on arrive à faire sur d'autres territoires, notamment en Rhône-Alpes avec la paille où on a un travail intéressant, la paille, la terre, et c'est les images qu'on voit là d'ailleurs, mais sur un groupe scolaire. Mais voilà, sur Chanteloup, il y a eu un peu moins de travail vraiment très local parce qu'on était dans le début de cette démarche-là. Et donc on n'a pas poussé ça, c'est peut-être aussi indépendant du prix, c'est-à-dire qu'on avait cette notion prix qui était très importante parce que c'est du logement en accession maîtrisé, et du coup le côté local n'a pas été peut-être autant travaillé qu'on peut le faire maintenant sur d'autres projets. Sur d'autres projets. Enfin, il y a vraiment un triptyque, maîtrise d'ouvrage, territoire et... Oui, clairement, il y avait une volonté, oui, du territoire et de la maîtrise d'ouvrage de mener ces projets-là. Et il faut dire que sans Expansiel qui a vraiment porté les choses, et les pas Marne qui a aussi vraiment porté les choses, ce projet n'aurait pas pu avancer autant qu'il a avancé. D'accord, c'est vraiment un partenariat au niveau local. Écoutez, merci. Donc maintenant, je vais donner la parole à Bruno Dehan, donc Sequoia Engineering, qui a aussi à son actif pas mal de projets. Alors j'ai dit que Green Factory, ce n'était pas au centre de votre présentation puisque ça a déjà été présenté, mais vous pouvez quand même en dire un mot. Je vous cède la parole. Merci, oui. Green Factory qui a remporté le Green Award Solution à Glasgow. On en est très fiers puisque c'est un bâtiment qui est performant, c'est un bâtiment qui a utilisé beaucoup de matériaux biosourcés, une technologie très simple mais très efficace en termes de consommation, mais surtout c'est une réhabilitation, je le rappelle, d'un bâtiment industriel qui était en déshérence totale, qui datait des années 50 et qui était vraiment lié directement à une activité industrielle et qu'on a transformé en tertiaire bureau. Et au-delà de sa performance, au-delà de ses qualités environnementales, c'est également, et ça je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte aujourd'hui, et on le verra à travers les différents exemples qu'on va évoquer, c'est un bâtiment dont tout le monde peut se payer. C'est-à-dire c'est un bâtiment qui, en termes de coût de réhabilitation, arrive à un niveau de coût
très intéressant et presque en dessous de ce qu'on peut faire dans une réhabilitation dite performance. L'idée, c'est ça, c'est que pendant des années, on a subi peut-être des réglementations thermiques, des RT, qui datent de 74, puis de 74, on a fait un bond en 88, de 88, on est passé en 2000, puis 2005, la RT s'accélère, pour arriver à une RT 2012 aujourd'hui, qui nous a amené des notions, alors en constante amélioration, mais des notions d'amélioration du bâtiment par l'énergie, par les coûts énergétiques liés au fonctionnement du bâtiment. Aujourd'hui, on est à la veille de la mise en place de la RE 2020. La RE 2020 qui, pour la première fois, ne se contente pas de travailler sur l'énergie, mais également sur l'enveloppe. Sur l'enveloppe, à travers la qualité énergétique, bien sûr, mais également par rapport au coût environnemental, au coût carbone que cette enveloppe représente. On va être obligé de faire des analyses de cycle de vie, on va être obligé d'utiliser des matériaux biosourcés, on va obliger quelque part de sortir de nos zones de confort et de travailler sur du bâtiment performant, aussi bien sûr énergétique, mais en termes d'impact environnemental au niveau de sa conception, de sa construction et de son exploitation. On affiche là un bâtiment que nous venons de livrer, qui est un bâtiment en pierre massive, et qui coche, je dirais, d'une manière peut-être un peu vulgaire ou caricaturale, qui coche toutes les cases. Elle coche les cases du biosourcé, on est dans de la pierre massive, la pierre naturelle, on extrait directement le minerai avec très peu d'intervention, si ce n'est que du sillage à l'eau au milieu du gisement. On transporte la pierre sur le site et on monte la pierre telle des Legos, d'une manière très simple, avec très peu d'intervention humaine, puisque c'est une grue, une pince et une personne qui installe cette pierre qui pèse plus d'1 tonne unitaire. Un bilan carbone donc très faible. Des qualités énergétiques fabuleuses, puisque la pierre rend, je dirais, service en termes d'inertie, puisqu'on travaille vraiment sur la massification, sur la masse du matériau. On agit également avec une certaine perspirance hygrothermique, puisqu'on sait aujourd'hui que le confort d'usage est lié certes à la température ambiante, mais également à la qualité hygrothermique à l'intérieur du bâtiment. Et la pierre, avec son côté perspirant, absorbe de l'hygrométrie dans les périodes humides et la relargue dans les périodes plus sèches, créant quelque part une régulation passive hygrothermique qui est bien sûr directement liée donc au confort d'usage. Ce qui fait que, et là Max l'a très bien souligné au niveau de ses appartements qu'il a présenté tout à l'heure, finalement le système énergétique que nous allons installer à l'intérieur de ces bâtiments performants en termes d'enveloppe compte peu, puisque une simple petite chaudière gaz arrive à créer une régulation thermique et un confort d'usage parfaitement performant. On a un deuxième exemple qui vient juste après cet exemple en pierre, qui est un exemple, on a été lauréat d'un concours qui est au nord du département, de lotissement de 25 maisons en bois et en paille, en structure bois remplissage paille. Et là, on a même eu des gens qui sont venus nous voir en disant « Écoutez, vous exagérez, on ne peut pas dire ça ». On a même dit que ces bâtiments, ces villas, on ne les chauffait pas. Parce qu'on crée une enveloppe tellement performante qu'on n'avait pas besoin de les chauffer. On avait caricaturé volontairement le trait, puisque bien entendu on a besoin d'un petit mode de chauffage pour traiter l'air ambiant dans les périodes plus ou moins extrêmes. Et en l'occurrence, ces villas dans le nord du département, au-dessus de Villefranche-sur-Saône, vont être traitées juste avec une petite centrale double flux et un bout de résistance électrique qui va être dans cette centrale, qui permettra de compenser le déficit de calories qu'on pourra avoir éventuellement en hiver. Mais dans tous les cas, on joue beaucoup sur à la fois la perspirance des matériaux, les apports externes. On a créé des conceptions bioclimatiques pour pouvoir orienter au mieux nos villas et bénéficier d'apports externes gratuits de manière à la rendre le plus passive possible. Quelque part, si on voulait faire un résumé, une synthèse de tous ces exemples, à la fois que Max Morel a donné à travers ses réalisations, mais également à travers ce lotissement ou cette maison en pierre et tant d'autres exemples, pendant près de 30 ans, on a conçu, on a créé des bâtiments entre les années 80 jusqu'aux années 2000, on va dire, 2000, 2010 et même 2020, enfin de moins en moins heureusement.
On a créé des bâtiments qui étaient certainement très performants. J'ai une petite anecdote. Nous avons été consultés pour faire un audit de performance sur un gros bâtiment sur Saint-Étienne, où les gens, les concepteurs avaient poussé très loin la conception en termes de régulation, en termes d'occupation, en termes d'automatisme, en termes de domotique, avec des GTB qui géraient tout cet ensemble-là. Ce bâtiment magnifique, visité il y avait des visiteurs qui venaient de France entière pour venir le voir, une très belle architecture. Il se trouve que des gens tombaient dans les pommes dans ce bâtiment et on nous a missionné, Sequoia Engineering, on a été missionné pour faire un audit sur la qualité de l'air et en se disant mais pourquoi les gens tombent dans les pommes dans ce bâtiment. Et en fait, au bout de 6 mois d'audit, instrumentation, qualité d'air, environnement, on a rendu nos conclusions en disant que ce bâtiment il était parfait. Il était parfait, c'est-à-dire qu'il convenait totalement il correspondait totalement à la conception qui avait eu lieu sur ce bâtiment. Alors il y avait eu un peu un tollé au niveau du maître d'ouvrage et des occupants surtout en disant mais non c'est pas possible, il n'est pas parfait, il y a des gens qui tombent dans les pommes. Et on leur a dit non attendez, il est parfait en termes de conception, il répond totalement aux critères de ses cahiers des charges. On n'a pas dit qu'il était conforme à l'usage, on n'a pas dit qu'il était créé, qu'il avait été fait pour être habité. Et en fait, c'est ça, les périodes qu'on a pu traverser jusqu'à présent, c'est qu'on a fait des bâtiments tellement performants, tellement étanches, que finalement, on a oublié une seule chose, c'est qu'au cœur de ce bâtiment, il y a des gens qui l'habitaient, des gens qui s'en servaient. Et dans les exemples qu'on vient de vous citer, ce sont des bâtiments qui ont été conçus d'une manière le plus passive possible, de manière à utiliser des régulations naturelles des matériaux, de manière à ce que l'être humain contrôle le fonctionnement de ces bâtiments lui-même et ne laisse pas à une machine le fait d'apprécier son niveau de confort. Le fait d'avoir ces régulations le plus passives possible, premièrement, ça diminue considérablement les coûts d'investissement parce qu'on a plein d'exemples sur Lyon, par exemple, de bâtiments qui sont bardés de régulation et bardés d'électronique et ça coûte cher. Donc d'une part, ça réduit considérablement les coûts d'investissement, ça réduit surtout les coûts d'exploitation et surtout, de fait, ça permet à l'usager de se payer un bâtiment, un lieu de travail, un lieu d'habitation, de se le payer en fonction de ses moyens, sans faire de débauche de technologie. Des bâtiments faciles à exploiter, faciles à construire, faciles à concevoir, c'est juste du bon sens et surtout la conjonction de savoir-faire de bureaux d'études, d'architectes, qui puissent répondre justement à ce besoin d'usage et non pas forcément ce besoin technologique. Très bien, bravo. Donc effectivement, ces réalisations donnent envie. En fait, toute la question, c'est qu'on revient sur des matériaux qui ont été utilisés traditionnellement. Alors, que ce soit la pierre, la paille, le bois, donc des solutions qui sont frugales, enfin donc vous venez de le développer. Alors est-ce que c'est pas un handicap dans un monde où on est beaucoup sur la technologie, où l'innovation, ça doit être absolument l'innovation de rupture, et comment, à votre avis, on peut vendre, un peu faire comprendre que cette innovation, c'est une innovation en rupture parce qu'on utilise, je dirais, des savoirs multiples. C'est le système qu'on met et l'homme au cœur de ça. Il y a bien une innovation. Alors, c'est une innovation par le regard qu'on peut porter en arrière, alors. Oui. C'est vrai. Mais il ne vous a pas échappé qu'on traverse actuellement une période où il y a une certaine prise de conscience sur le bilan de la transition climatique qu'on est en train de vivre. Glasgow en était un vivant exemple. On a eu la COP 21 de Paris qui avait donné des indications assez précises sur les niveaux à obtenir en termes de réduction de gaz à effet de serre et de conscience bas carbone, on va appeler ça comme ça. De fait, aujourd'hui, ce qui aurait plutôt le vent en poupe, je dirais, et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas un handicap, ce qui aurait plutôt le vent en poupe, c'est cette notion d'exploitation. Un bâtiment, ça se conçoit je caricature un petit peu, mais peu importe, ça se conçoit en 6 mois, ça se construit en 18 mois, donc en 2 ans, vous avez un bâtiment performant, très peu énergivore, et que je vous livre, clé en main, au revoir monsieur, merci pour votre chèque, et je passe à autre chose. Sauf que ce bâtiment, dans les 40, 45, 50 prochaines années, il va vivre. Il va vivre avec ce que je vous ai livré, avec la clé que je vous ai donnée. Où tous les matins, vous allez l'ouvrir, vous allez le refermer tous les soirs. Et finalement, il restera tel quel pendant à minima les 50 prochaines années,
aux réhabilitations près qu'il pourrait y avoir pour des aménagements ou des améliorations de performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience qui est prise aujourd'hui auprès de nos maîtres d'ouvrage, tout simplement. Aujourd'hui, ce bâtiment dont je vais vous livrer les clés, on a envie de se dire, mais quid de l'exploitation? Certes, la conception, il va coûter tant à la fin de la livraison. C'est important, parce que c'est quand même le porte-monnaie immédiat du maître d'ouvrage, le chèque qu'il va faire 2 ans après le début de sa conception. Mais aujourd'hui, il y a une notion qui rentre de plus en plus en compte, qui est surtout très prise en compte aujourd'hui, c'est la notion d'exploitation. C'est-à-dire les 50 prochaines années, quid de ce bâtiment? Qu'est-ce qui va devenir? Et quelle valeur patrimoniale ce même bâtiment livré au bout de 2 ans, il aura au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, au bout de 40 ans? Et il s'avère qu'un bâtiment high-tech, et je peux vous en citer sans réfléchir une dizaine autour d'ici, un bâtiment high-tech va subir un vieillissement dans ses installations, à la fois par un déclassement de la modernité de ses équipements. Une GTC, on est en train de remplacer une GTC sur un bâtiment qui a été livré il y a 11 ans, un gros bâtiment emblématique sur Lyon, qui s'appelle la Cité Internationale, c'est un bâtiment que tout le monde connaît. On remplace la GTC sur 3 cellules seulement de la Cité Internationale, il y en a pour plus d'1 million d'euros. La Cité Internationale a été livrée il y a un peu plus de 10 ans, enfin le dernier bâtiment. 1 million d'euros pour remplacer une GTC. Il y a quelque part une vraie question à se poser en se disant quelle est la pertinence d'utiliser, alors je ne dis pas qu'il ne faut plus mettre de GTC dans les bâtiments, mais quelle est la pertinence d'utiliser du matériel high-tech qui aura des besoins de remise à jour, de refitage tout au long de sa période d'exploitation pour arriver à ces fameux 50 ans qui est la fin de vie du bâtiment, on peut imaginer. Alors que sur un bâtiment avec une régulation la plus passive possible, conçu avec bon sens, exploité d'une manière la plus frugale possible, quelque part, on aura un gain évident par rapport à tous ces éléments-là. Et ce qu'aujourd'hui les maîtres d'ouvrage nous demandent, c'est ça. C'est cette notion d'exploitation et de pérennisation de leur patrimoine par rapport aux années qui vont venir. Donc une approche coût complet. Vous avez la même perception au niveau des projets que vous avez Ouais, on a, je pense, enfin, on est assez raccord là-dessus et c'est pas si souvent. Moi, je pense que vous parlez d'innovation et de rupture, et je pense que c'est intéressant quand on parle de rupture de penser qu'effectivement, dans ce cas-là, la rupture, elle est dans cette rupture avec le tout technologique et trop technologique, et de revenir à des choses plus simples, plus primaires, plus frugales, comme vous l'avez dit, avec la pierre, le bois, la paille, la terre. On retrouve tous ces matériaux-là, et en fait, qui demandent de la technologie et qui demandent de l'artisanat. Et c'est là que je trouve intéressant parce qu'on se réancre dans du territoire, donc dans du social, dans de l'humain, et on vient rechercher de la qualité de savoir-faire des artisans parce qu'en fait, aujourd'hui, de faire des enduits de terre sur de la paille, c'est pas simple du tout, il faut des gens qui savent faire. Et donc on revalorise aussi les savoir-faire artisanaux, donc les gens qui travaillent derrière sur les chantiers. Et c'est important quand on veut arriver à livrer des choses performantes, je veux dire au niveau énergétique, mais aussi au niveau social, parce que c'est ça l'intérêt, je pense, du vivre ensemble. Voilà, il faut que ces gens soient valorisés parce que les ouvriers, sinon, n'ont plus envie de venir sur les chantiers pour étaler du lino et projeter du béton. C'est à un moment, on manque un peu de savoir-faire et d'intérêt. Donc c'est aussi intéressant de revaloriser ces filières, de revoir des jeunes qui reviennent faire des enduits terre parce que ça demande des compétences. Et donc moi je trouve ça intéressant cette rupture avec un certain mode de faire qu'on avait jusque-là, de se dire on revient dans des choses qui demandent des compétences, qui demandent du savoir-faire, qui n'est pas délocalisable. On a besoin de dynamiser nos filières et du coup de faire vivre les territoires qui sont autour avec du bois local, des enduits en terre locaux, du chanvre, enfin toutes ces filières qui se redynamisent avec un lien avec l'agricole que je trouve fondamental aussi, où on vient du coup travailler avec des coproduits, des sous-produits agricoles et du coup refaire un ensemble qui marche à l'échelle d'un territoire. Et je trouve que là c'est une innovation en rupture avec ce qu'on avait fait jusque-là. Très bien, donc c'est vraiment des questions territoriales, à la fois dans les ressources, avec des circuits courts de ressources, mais aussi sur les compétences qui sont adaptées au territoire. Puis je pense aussi qu'avec la rénovation massive qui est devant nous, il y a aussi les typologies architecturales de ce qu'on doit réhabiliter avec les techniques. On ne va pas isoler une maison en pisé comme on isole, qu'on réhabilite autre chose. Alors je vais peut-être me tourner pour vous pour la conclusion. Vous êtes aussi président du cluster ici au RA en Rhône-Alpes. Alors comment c'est, il y en a dans pas mal de régions, mais enfin quelle est un peu la stratégie et comment tout ceci peut être poussé par le cluster dans les activités du cluster? Alors le cluster éco-bâtiment,
et a été créé en 2006 à l'initiative de la région Rhône-Alpes, non pas Auvergne-Rhône-Alpes à l'époque, en 2006, à l'initiative de la région Rhône-Alpes. Le cluster, il a pour vocation de réunir un certain nombre d'entreprises locales, régionales, Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, ayant tous le même ADN, un ADN tourné sur la performance énergétique et environnementale du bâtiment, de l'éco-bâtiment. Le cluster, il a une vocation d'organiser le vivre ensemble. Le vivre ensemble au niveau des entreprises. C'est-à-dire que aujourd'hui, un projet, ce n'est pas un architecte qui le conçoit, ce n'est pas un maître d'ouvrage qui le conçoit, ce n'est pas un bureau d'études qui le conçoit, c'est une équipe. Et le cluster, lui, met en musique, met en scène l'ensemble des compétences de ses membres pour pouvoir justement avoir une vision la plus exhaustive possible, la plus large possible, pour arriver à créer des projets performants. On vient de réaliser pour le compte de l'OPAC du Rhône un audit de leur activité pour derrière monter un cahier des charges qui sera bientôt divulgué sur l'ambition environnementale, sur la performance environnementale de l'OPAC du Rhône. C'est d'ailleurs avec l'OPAC du Rhône qu'on a été lauréat de ce lotissement de maisons en paille. Clairement, comment le cluster s'est instruit dans cette démarche-là? Le cluster s'est instruit dans cette démarche-là en mettant sur le devant de la scène des membres sélectionnés de notre réseau pour pouvoir apporter un petit bout de compétence, un regard différent sur ces projets-là, de manière à créer justement une synergie globale pour amener cette notion de performance environnementale. Je pense que ce qui est important dans cette notion-là, le cluster en est une pièce maîtresse, c'est de comprendre ça justement. C'est-à-dire qu'auparavant, alors on peut même se tourner très loin dans le temps, hein, on avait un architecte qui dessinait un bâtiment, qui donnait les grandes orientations de ce bâtiment et qui, quelque part, ensuite, passait le bébé à des gens spécialisés, des bureaux d'études, et qui, derrière, qui mettait sa petite gaine pour ventiler, et qui mettait son petit câble pour mettre un petit bout de thermostat. Et du coup, on arrivait à des aberrations techniques, puisque, en fait, les bureaux d'études souvent travaillaient pour pallier à certains, alors les architectes vont peut-être me fusiller, mais à certains défaut de conception de l'architecte. Parce que l'architecte avait vraiment une vision architecturale, structurelle souvent, voire esthétique, mais n'avait pas forcément une vision technique du fonctionnement du bâtiment. Aujourd'hui, et c'est un petit peu le rôle de réseaux comme le cluster, le fait de mettre en scène une équipe, c'est-à-dire une équipe où tout le monde tient le bout du stylo, pour qu'avec bon sens, chacun réfléchisse en fonction de ses compétences à l'orientation qu'on veut donner au projet, je pense que la vraie clé aujourd'hui de la performance dans la conception de nos bâtiments et de fait dans leur exploitation, elle peut provenir de ce type de réseau où on arrive à créer des vraies synergies. Finalement, le bâtiment, c'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe. Donc on a des systèmes de combinaison de technologies et de solutions techniques, et au-dessus, il y a le système humain et des professionnels qui peuvent effectivement travailler ensemble sur le projet. Bon, écoutez, je vous remercie. Je crois qu'on a, si vous avez un dernier mot ou quelque chose que vous pourriez rajouter. Non ? C'est bon? Un dernier mot? Non, un dernier mot, je crois que c'est très positif pour tout le monde et ça apporte beaucoup de joie de voir qu'on peut développer des nouvelles filières et avancer dans une autre façon de construire et que c'est assez joyeux pour tout le monde et assez enthousiasmant. Très bien, écoutez, oui, dernier mot. Et je crois, alors pour ponctuer ce que vient de dire Max, c'est que quelque chose qui est très encourageant, c'est qu'il y a quelques années de ça, en 2007, a été créé le Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement qui a donné des règles liées au développement des performances environnementales. Crise ou pas crise, enfin peu importe, le Grenelle s'est vidé de sa substance. Aujourd'hui, c'est plus la règle qui définit ça, c'est finalement le privé, l'intelligence collective privée qui incrémente ce genre de doctrine, même si je déteste ce mot, mais ce genre de solution. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'on peut avoir beaucoup d'espoir, ce n'est plus seulement une volonté politique d'aller dans le sens de la performance, mais c'est également une volonté populaire.
Très bien, bah écoutez, c'est quasiment le mot de la fin, effectivement, et c'est d'ailleurs, vous me passez, je dirais, le témoin aussi pour Construction 21, parce que c'est la vocation de Construction 21, justement de partager ces initiatives, ces projets, qui ne sont pas issus, je dirais, de cahiers des charges descendants, mais bien de la créativité et de l'innovation qui se fait sur les territoires et autour des solutions. Donc je vous donne rendez-vous donc sur le site Construction 21, vous aurez plus de détails sur les cas qui vous ont été proposé. Et puis merci de votre présence, mais aussi merci de votre engagement pour la planète. Je crois que ça donne du sens à notre activité. Merci. Au revoir.